Donc aujourd'hui, on va entendre parler de BinFun, entre autres. Courte biographie de nos présentateurs. On a avec nous Louis Renaud Desjardins, qui est au cœur du Bureau des initiatives numériques, donc le BIN, depuis maintenant 5 ans. Il a contribué sur une centaine de projets de divers horizons et se spécialise en analyse réseau et traitement du langage naturel. Et on a aussi Jérémy Dion, qui gravite autour du BinFun, Fun pour Plateforme des humanités numériques, depuis 3 ans. Il a été central dans le développement de l'application de Libre QDA, qui est à ce jour utilisée par plus de 1000 personnes partout sur la planète. Donc, je suis très contente de les accueillir aujourd'hui et je vous laisse le plancher. Merci beaucoup, Émilie. Émilie, Jérémy, surtout toi, Émilie, là, quand on va présenter, si tu vois quelqu'un qui écrit quelque chose dans le clavardage, tu peux m'interrompre dans ma partie sans problème. Et si quelqu'un ici dans l'Assemblée a une question à un moment donné, ouvrez votre micro, posez la question. On n'est pas trop pour devoir s'empêcher de faire ça. Donc, pour n'importe quelle question, toutes les questions sont ouvertes et ça nous intéresse de vous entendre. Ouais, puis on essaie aussi de garder du temps à la fin pour lui période des questions, évidemment. On essaie de faire ça short. On est deux à présenter aujourd'hui, donc Louis et moi. On va vous présenter au moins donc deux choses. Premièrement, le Bin Fun, c'est quoi comme créature? Ce sont des plateformes de services à la recherche, finalement, numérique. OK, on va essayer de vous montrer que ces plateformes-là, elles ont une valeur ajoutée pour des recherches qui font de l'acquisition, du traitement, de la visualisation de données, tout particulièrement dans le secteur universitaire. Puis en deuxième partie de présentation, on va vous présenter un projet récent qui s'adresse particulièrement en fait à l'analyse collaborative de données qualitatives. Pour cette partie-là, l'objectif, ça va être de montrer un petit peu le portrait de l'offre actuelle. Plusieurs ici connaissent des logiciels dominants, finalement alternatifs à celui qu'on propose. Puis donc c'est ça. Pour aujourd'hui, ça va être ça. Moi, je suis, comme on le disait en entrée, gestionnaire de projet pour la plateforme en humanité numérique. Je me suis occupé finalement de coordonner le travail de l'équipe pour le logiciel qu'on va vous présenter dans un instant. Puis autrement, je suis doctorant en sciences, technologies et société à l'UQAM. J'effectue moi-même des recherches en fait sur les politiques scientifiques puis sur les dynamiques sociales autour des logiciels de recherche universitaires. Donc, je passerai la parole à Louis en fait qui va ensuite vous parler un peu du BinFun. Super, merci beaucoup, Jérémy. Euh, Veux-tu passer à la diapositive suivante, s'il te plaît? OK. Euh, bon, nos expertises, ben, ok, tu peux revenir une en arrière. Je vais passer étudier tout ça. Fait que le BINFON, le Bureau d'initiative numérique, est basé à l'UQAM et la plateforme des humanités numériques là, est basée à l'Université de Sherbrooke. Et tout ça a été créé par un être totalement merveilleux qui est François Claveau, qui est professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke et qui fait partie du Centre interuniversitaire sur la recherche et la technologie, le CIRST, qui est un regroupement stratégique, je pense que c'est le bon terme, qui est basé à l'UQAM. Et là, il y avait une enveloppe pour créer une plateforme. Et il s'est dit, lui, dans ses propres recherches, il s'intéressait beaucoup à utiliser plusieurs techniques numériques. Il avait travaillé avec du monde de différents milieux là, pour l'aider dans ses analyses numériques. Et il a toujours été très insatisfait. Il travaillait avec des informaticiens qui venaient l'aider, mais il ne connaissait rien aux semaines. Il n'était pas curieux de son domaine de recherche, de sa culture scientifique. Il arrivait juste avec des outils qui disaient, ben, utilise ça. Puis à la fin, lui, ça ne lui donnait pas les résultats ou la compréhension qu'il espérait. Fait que c'est dit, ben, sais-tu quoi, je vais créer ma propre unité de personnes qui ont des compétences numériques et qui ont un intérêt pour la recherche et pour les sciences humaines et sociales pour être capable d'offrir le soutien que je mérite, puis que j'ai le goût d'avoir autour de moi, puis qu'il y a plein d'autres chercheurs, chercheuses autour aussi qui sentaient qu'ils en avaient besoin. Et donc, il a décidé de créer avec l'enveloppe budgétaire qu'il y avait à l'intérieur du CIRST, basé à l'UQAM, de fonder le Bureau d'initiative numérique. Et là, ça commençait tout petit, hein. Au début, c'était un employé, c'était même pas moi, c'était une autre personne. Puis là, de fil en aiguille, il y a eu des changements. Et aujourd'hui, on n'est pas énormément plus gros. On est deux employés, mais on a aussi des stagiaires et on a des employés étudiants qui sont là avec nous, fait que des personnes là, plus temps plein. On est deux, mais on a plein d'autres petits électrons super intéressants là, puis riches qui gravitent autour de nous. Pendant ce temps-là, François, il démontre que le BIN peut exister et il voit qu'il y a une enveloppe budgétaire à l'Université de Sherbrooke pour créer des plateformes, quelque chose de similaire. Puis il se dit, hey, je fais ni un ni deux, j'en pars une deuxième à l'Université de Sherbrooke. Puis bam, ils fondent la FUN, euh, qui là maintenant une équipe
trois personnes à temps plein. Euh, et les deux, puisque ça a tout été fondé par François, c'est géré par François et tout, on travaille main dans la main. Donc en réalité, quand on fait affaire avec le BIN ou la Fun, on fait toujours affaire, on fait équipe avec je veux dire, la super plateforme du BIN Fun. Et donc, vous êtes, les gens qui font affaire avec nous autres ont accès à l'équipe complète, peu importe. C'est plus la question, c'est facturer où, comment, puis les taux sont exactement le même, peu importe où est-ce qu'on va, puis qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça, c'est ça la naissance de la BinFun. Et le genre d'expertise et le genre de travail qu'on fait. Puis, premièrement, y a quelqu'un qui a une question sur la genèse du BinFun? Non. Jérémy, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Non, super. Fait que dans nos compétences, le genre de, de projets sur lesquels on travaille, là, dans les compétences plus généralistes, là, site web, on va sur des sites web, en fait, de la collecte, stockage, puis la visualisation de données, développement de logiciels pour la recherche, un peu comme Jérémy va plus vous parler là, tantôt, nettoyage et pré-traitement des données. Pour les personnes qui ont déjà travaillé avec des données ici, là, vous savez que 90% du travail, c'est du nettoyage et du pré-traitement des données. C'est là que le nerf de la guerre se passe, c'est là qu'on se pose toutes les questions, c'est là qu'on décide. Puis une fois qu'on a fait tous ces choix très difficiles-là, puis qu'on a bien nettoyé, ben la visualisation puis l'analyse souvent se fait beaucoup plus facilement, mais c'est vraiment là que ça se passe. On fait des analyses statistiques et des façons de façon un peu plus spécialisée, le genre de choses qu'on fait, du moissonnage du web, donc des médias sociaux. Donc on a un ensemble de données, de textes qui se trouvent sur des sites web qui sont relativement structurés de la même manière, mais on peut utiliser des méthodes numériques pour aller chercher ces textes-là, puis toutes les mettre ensemble dans un beau tableau pour après pouvoir faire des analyses, des statistiques, pour savoir combien de textes qui parlent de quoi, tel genre de mots sont utilisés, quel genre de mots étaient utilisés dans le temps par rapport à présentement ou dans différentes périodes temporelles. Traitement automatique des langages naturels. Donc, un exemple d'analyse qu'on peut faire là-dessus, c'est une détection de topics, de thématiques sur un certain ensemble de textes, un décompte de mots, quels mots sont utilisés euh, plus que dans un ensemble de textes que dans un autre ensemble de textes pour voir qu'est-ce qui les différencie. On fait de l'analyse de réseau, donc des différents organisations, des entités qui vont être connectées de différentes manières, puis on va vouloir trouver une manière d'en parler d'un réseau de connexion. On fait de la scientométrie, donc dépendamment là, des articles, c'est d'autres articles, des réseaux d'auteurs qui parlent ensemble, des thèmes, des publications, par exemple, ce genre de choses-là. On fait de l'accompagnement GDR, gestion des données de recherche. Donc, quand on a des données, on a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Quel logiciel qu'on utilise, quel nom qu'on leur donne quand on les sauvegarde, où est-ce qu'on met quand on les sauvegarde. Si je travaille avec du monde de mon université, où est-ce que je peux les mettre pour travailler avec eux? Généralement, ça va être sur Teams. Qu'est-ce qui se passe si je veux travailler avec du monde ailleurs sur la planète? Est-ce que c'est un bon choix d'aller mettre ça sur Dropbox ou sur Box ou sur d'autres choses? Est-ce que c'est des solutions qui sont intéressantes ou non? Qu'est-ce que je fais si je veux les sauvegarder à long terme, si je veux les utiliser rapidement? Il y a la majorité des choix, ils ont des points positifs et négatifs, mais il y a certaines zones où est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises décisions qui peuvent être prises puis qui pourraient poser problème. Donc, c'est le genre de choses, c'est le genre de service qu'on a. On a définitivement là, bien plus de compétences puis de spécialités là, qu'on est capable de mettre en place. Euh, on a développé dans le temps, mais ça vous fait un petit survol rapide là, de ces choses-là. Est-ce que, bon, ben, notre équipe, ce que je voulais vous parler, donc, on est unique au Québec, mais on se spécialise pour les sciences humaines et sociales, quoi qu'on est ouvert à travailler avec le monde de n'importe où, mais souvent, quand on tombe dans les sciences physique, chimie, même ingénierie, bio, c'est du monde qui, même à travers leurs études, vont être obligés d'utiliser plusieurs outils numériques, puis ont moins besoin nécessairement d'aide. Mais si on a le temps, je pourrais vous parler un projet qu'on a développé pour un biologiste. Mais une des particularités, c'est qu'on se spécialise pour les sciences humaines et sociales, donc traiter des textes, des réseaux, ce genre de choses-là. Équipe interuniversitaire sur l'université, 5 professionnels, 4 auxiliaires de recherche. On a travaillé sur proche de 200 projets, 90 équipes différentes. Puis notre modèle principal, là, c'est facturation sur une base horaire pour les projets des équipes. Euh, les données. Donc, on gère aussi des bases de données qu'on essaie de rendre le plus accessible possible pour les chercheurs et chercheuses. Donc, on a les données médiatiques canadiennes de 2017 à aujourd'hui.
C'est une base de données qui ressemble beaucoup à Eureka. Quoique Eureka nous donne seulement un visuel des données. On ne peut pas, après ça, faire de l'analyse de texte. On ne peut pas faire de statistiques là-dessus, à moins qu'on commence à les compter à la main. Et Eureka refuse, avec je veux dire, des textes légaux, là, qu'on n'a pas d'affaires, puis on n'a pas le droit d'essayer de transformer leurs résultats sous une forme tabulaire pour après faire des analyses ou des statistiques. C'est quelque chose qui est illégal d'être fait. Donc, en réponse à ça, on a commencé, ben, il y avait un professeur de l'Université de Sherbrooke qui avait commencé un projet de création là, de ces données médiatiques canadiennes. Et nous, on a décidé de reprendre le projet pour s'assurer que ça continue et que ça soit le plus pérenne possible à travers le temps. On a accès aussi à des données parlementaires québécoises et canadiennes. Donc, si jamais vous vous dites, ah, à quel point est-ce que dans les différents parlements, on parle de tel ou tel sujet, mais on peut voir comment qu'on peut, et quel parti en parle, c'est quoi les années, où est-ce qu'ils en ont le plus parlé, quels autres termes qui viennent avec les différents mots-clés ou les thématiques qu'on aurait pu isoler. Enfin, c'est le genre de choses que nous, on fait. Puis ben, avec la scientométrie, on utilise beaucoup de bases de données comme Overton, OpenAlex, Scopus par exemple, Web of Science. C'est des bases de données avec lesquelles on est très habilité de travailler. Ben, j'aimerais vous présenter quelques projets. Donc, on va voir là, je vais vous présenter l'OSME, sa vie, puis la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations. Avant que je partage mon écran avec les résultats qu'on a eus là-dessus, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelqu'un veut partager quelque chose? Moi, j'ai des tonnes de questions, mais je ne vais pas prendre le plancher non plus. Ben, Mais je- Marie-Hélène, fait que, allons-y pour quelques questions maintenant. Tu sais, je trouve ça le fun de battre le fer pendant qu'il est chaud, puis tout. Fait que vas-y, Émilie, puis on va passer à Marie-Hélène, puis on reviendra à toi, Émilie. ben, Puis si ça prend beaucoup de temps, on regardera ça pour la fin. je vais juste en poser une. J'ai vu, vous avez marqué le moissonnage des médias sociaux. Moi, ma spécialité, c'est entre autres la préservation numérique. Et ce qu'on voit beaucoup dans les dernières années, c'est justement que ça devient de plus en plus compliqué de moissonner les réseaux sociaux. Fait que je voulais avoir une idée comment vous faites. C'est décidément de plus en plus compliqué, là. Les réseaux sociaux trouvent des moyens extrêmement puissants pour nous empêcher de moissonner ça de façon facilement. Et il y avait des réseaux sociaux qui avaient des API, là, des endroits où on pouvait se connecter pour aller télécharger à l'aide de mots-clés ou des choses comme ça, tant qu'on prouvait qu'on était du monde de la recherche, qu'on voulait avoir ça, là. Facebook l'avait, Twitter l'avait aussi, puis c'est vraiment, vraiment plus compliqué. Donc, c'est encore possible de le faire, c'est encore possible de faire des choses, mais il faut restreindre les ambitions qu'on décide de faire avec ça, avec les moyens qu'on a, puis le temps qu'on peut mettre pour aller chercher tout ça, puis les difficultés que ça va rapporter. Puis définitivement, quand on fait un projet là-dessus avec nous autres, ben, ça finit par coûter quand même pas mal plus cher Hmm. parce que ça prend beaucoup plus d'heures. Donc, ça devient moins intéressant d'aller moissonner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, les plus récents là, qui se veulent vraiment open source et tout, là, comme Blue Sky, puis il y a, j'essaie de le Mastodon? retrouver. Mastodon. Mastodon, ouais, Mastodon puis Blue Sky, par exemple, sont plus faciles à moissonner, mais il y a beaucoup moins de contenu sur ces sites-là. Mais parce qu'ils sont ouverts, on peut aller voir tout le contenu, même sans avoir de compte, ça fait qu'on peut moissonner ça relativement bien. Mais ouais, c'est plus difficile. Merci. Ben, Marie-Hélène, je pense que tu avais la main en premier, vas-y. Oui, merci. Pardon. Très intéressant. J'aimerais ça vous entendre, mais peut-être que c'est aussi prévu ou pas plus loin dans la présentation. Certains des services que vous avez présentés sont dans plusieurs bibliothèques de bibliothèques académiques, de bibliothèques de niveau universitaire sont offerts, peut-être pas au même niveau, etc. Vous avez parlé par exemple de bibliométrie, un peu de scientométrie, préservation, comme Émilie le disait, etc. Euh, Comment vos clientèles peut-être utilisent ces services-là aussi de bibliothèque ou pas? Comment c'est complémentaire? Est-ce que vous vous passez le relais? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les bibliothécaires des institutions là, de chez à l'UQAM, à Sherbrooke, etc.? C'est ça. Je ne sais pas si ma question est hors du cadre de votre présentation, mais je vois beaucoup, beaucoup de recoupements là, avec plusieurs services de bibliothèque, donc ça m'interpelle un peu. Ben oui, absolument, absolument. Puis il n'y a pas de danger. On n'est pas contre les bibliothèques, on ne travaille pas pour vous voler votre clientèle. Absolument pas. Mais voyons,
La scientométrie puis la GDR, c'est un service des bibliothèques, premièrement. Puis nous, on a beau être basé à l'UQAM puis à Sherbrooke, on travaille avec des professeurs de toutes les universités. Donc, il y a pas de limite là-dessus. Quand je rencontre un client ou une cliente là, qui est intéressé par nos services, puis il dit, Hey, j'aurais besoin de l'aide sur la GDR, je dis, va voir tes bibliothèques, c'est gratuit. Nous, on est cher. Fait que va voir tes bibliothèques, c'est tout le temps les personnes que je dis, c'est les premières à aller voir. La différence que je donne tout le temps, c'est que puisque nous, on travaille avec des données tous les jours, tout le temps, on a plus d'expérience. À mon avis, les bibliothécaires ici, là, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, on a plus de connaissances sur la gestion des données en tant que telles. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Donc, le nom qu'on va donner, la structure qu'on va donner sur un projet, le meilleur logiciel d'analyse, les meilleures extensions dans le temps, puis etc. Je pense que les bibliothèques sont excellentes pour toutes ces questions-là, mais on a un peu plus d'expérience là-dessus parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Sur ce qui est la préservation des données à long terme, puis où est-ce qu'il faut aller les mettre, vous me dépassez grandement. Jamais je me permettrais de donner des conseils comparativement à ce que les bibliothèques peuvent offrir. Ça, c'est mon impression sur la GDR. Sur la scientométrie, j'ai travaillé sur certains projets où on avait besoin de faire une revue de la littérature et on a travaillé avec les bibliothèques. C'était à l'UQAM, puis ça a été vraiment un travail intéressant de travailler là-dessus. Mais une fois que la revue de la littérature a été faite, moi, de ce que j'ai vu, souvent c'est un Zotero, quelque chose comme ça qui va être livré, mais c'est pas l'outil, c'est pas le format des données qui est le plus aisé à travailler si on veut faire une analyse de réseau ou si on veut faire une analyse thématique sur de quoi qu'on parle ou de qu'est-ce qui se passe ou de quels pays sont impliqués puis quels pays sont pas impliqués, par exemple, ou faire une analyse sur quelles institutions financières ont donné de l'argent pour les différentes recherches, par exemple. Donc, nous, on va aller travailler plus avec des données qui vont être tabulaires, qui vont nous permettre de faire des analyses statistiques ou des analyses de texte, ce genre de choses-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas un service qui est offert dans les bibliothèques, de mon expérience. Vous pouvez, les bibliothécaires, je n'ai jamais été bibliothécaire moi-même, vous pouvez me contredire puis me dire c'est pas vrai, puis vous allez avoir raison. C'est Mais correct. à ça, je préciserais, Louis, peut-être. Tu sais, finalement, nous, les chercheurs qu'on accompagne, parfois, c'est sur 2 trimestres, 3 trimestres, c'est plusieurs centaines d'heures. Comme structure d'accompagnement, la bibliothèque est peut-être pas, le service de bibliothèque est peut-être pas le plus approprié pour ça, finalement, parce que là, il y aurait peut-être une question d'équité, comment, tu sais, des fois, c'est plusieurs centaines d'heures, là. Donc, c'est pour ça que c'est plus dans un contexte de projet de recherche, là, où il y a des sommes assez substantielles qui sont dédiées à l'acquisition, le traitement, l'analyse, la visualisation de données. Ça s'intègre plutôt dans des services comme ça, là, facturables, qui, selon moi, en fait, ça serait difficile de remettre ça entre les mains d'une bibliothèque, là. Ça prendrait beaucoup de temps, finalement, là. On a Nadia Zurek qui nous dit dans le chat, là, le niveau de service peut varier d'une bibliothèque à l'autre aussi. Absolument, le rôle Mhm. des bibliothèques a l'air de changer un petit peu là, à gauche puis à droite, dépendamment d'où est-ce qu'on vient, de ce qui a été développé. J'espère sincèrement que dans ce que j'ai dit, j'ai pas offusqué aucun bibliothécaire, aucune bibliothécaire ici présente. Je vous aime vraiment beaucoup. Tous les projets que j'ai faits avec des bibliothécaires, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment super de travailler avec vous autres. Louis, dans le fond, je te laisserai prendre l'écran, puis je prendrai la question de Camille en attendant, puis après ça, on pourra peut-être Ben, poursuivre. on peut n'importe quoi. Je vais attendre un peu, j'ai le goût de me concentrer sur les questions. Vas-y, Camille. C'est pas tant une question. Puis bon, moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais je ne suis pas offusquée, là. On est là pour apprendre, découvrir et partager entre nous, je pense. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, juste pour renchérir, tu sais, le génie en fait beaucoup des analyses de co-occurrence puis du text mining, ne serait-ce que pour suivre l'évolution d'une pratique à travers le temps puis sa durabilité aussi. Puis ce que vous présentez, nous, à la bibliothèque à Poly, on le fait beaucoup en soutien au développement de nos programmes internes et en soutien aussi aux orientations de nos directions de recherche, de notre direction de recherche. Fait que ces concurrences-là, d'aller comparer, par exemple, une des analyses que vous semblez faire, on l'a fait, nous, pour comparer nos programmes de formation aux programmes d'une quarantaine d'universités à travers, ben, principalement au Québec, au Canada, puis à travers le monde. Fait que je pense pas qu'on est, je, je pense pas qu'on se compétitionne, là. Au contraire, on le voit de plus en plus que les données sont importantes, puis la visualisation de ces données-là, puis leur analyse, pour simplifier la prise de décision.
Fait que merci, je suis très contente d'avoir choisi votre atelier. Même si ça porte sur les humanités numériques, ça touche le génie et la science. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Camille. On a Nadia qui nous écrit dans le chat, là, l'important, c'est d'inculquer les bonnes pratiques aux chercheurs et chercheuses, que ce soit par vous ou par nous, tant que la GDR au Québec soit améliorée. Merci beaucoup, Nadia. Oui, je suis d'accord avec ça. Vas-y, Edith. J'allais juste ajouter aussi, tu sais, en tant que personne de l'UQAM, je sais pas, tu peux peut-être aussi mettre un petit contexte, dans le fond, sur le CIRS puis sur le BIN, qui sont, dans le fond, qui font de la bibliométrie. Tu sais, parce que c'était, je pense, Yves Gingras qui était un peu à la tête de ça, qui est un peu la personne qui avait développé avec d'autres, là, mais la bibliométrie, puis la sensométrie, bien avant que ça soit dans les bibliothèques, en fait, tu sais, je pense que c'est aussi peut-être intéressant à mettre en perspective du fait de pourquoi aussi vous avez comme cette expertise-là. Puis aussi, vous aviez pas, non, mettons, accès à du Web of Science ou des choses comme ça, ou je sais plus si vous avez encore accès maintenant. Mais il me semble que vous aviez accès Ouais, aussi à ben, que la bibliothèque n'avait pas accès pendant longtemps. Puis c'est ça. En tout cas, ce qui explique aussi le travail qu'on fait en complémentarité, je dirais. Edith se réfère en fait à l'Observatoire des sciences et technologies, qui est une infrastructure finalement de données Ouais, du c'est Web ça. of Science qui est harmonisée d'une certaine façon, tu sais, qui a tout un travail humain derrière pour ne pas utiliser finalement les données qui sont déjà très propres du Web of Science, mais des données encore plus propres finalement pour un usage interne, faire des contrats d'évaluation de la recherche, des choses comme ça. Ouais. Jean-Benoît. Désolé, un petit problème de micro. Non, je vais juste prendre 3 secondes d'écart pour tu sais, complémenter un peu ce que disait la personne de Poly, puis sur quoi dit Edith aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez moins mis l'accent au départ, c'est que plus ça va, puis plus le BIN et la fun se développent, plus les expertises sont amenées à se spécialiser ou à changer. Mais au départ, ce qui faisait la particularité du BIN, c'est que les gens avaient une double formation systématiquement ou presque systématiquement en sciences des données puis en sciences humaines et sociales. Donc, du côté des méthodes, il y avait une expertise qui était là, mais une sensibilité à des méthodologies de recherche qui peuvent être mixtes, beaucoup de recherches qualitatives, des choses comme ça. Et puis un champ aussi qui s'organise, dans la science s'organise différemment que dans d'autres domaines. Fait que c'est un peu ce qui faisait la particularité au départ et c'est ce qui encore est un peu au cœur de l'identité du truc. Puis ben là, je mets mon chapeau CIRST, puis Louis va me reconnaître ici. Tu sais, il a été dit à plusieurs fois que le BIN est basé à l'UQAM. Le BIN est foncièrement interuniversitaire parce qu'il est au service de ses membres qui sont entre différentes universités. Puis c'est une question de gestion de fonds pour laquelle on est à l'UQAM, mais c'est accessible à tout le monde, évidemment, hors les murs de l'UQAM et de Sherbrooke. Voilà, c'est tout. Ben, merci beaucoup, Jean-Benoît, de ton commentaire. Mais merci beaucoup à Edith de remettre plus de contexte sur tout ça. On n'a pas tout le temps en tête là, de tout le contexte moi, j'ai le contexte de mon travail à tous les jours puis avec les gens que je travaille, mais parfois le contexte pour que les autres autour comprennent bien, je ne l'ai pas tout le temps très clairement en tête. Et merci beaucoup pour vos interventions. C'est super intéressant. Euh, Puis oui, Christian Lacroix, réunis, on a bien du fun, la bin fun, on s'est bien amusé avec nos noms, puis on continue encore à s'amuser avec ça. Émilie, tu voulais-tu poser une autre question? Je pense je peux te laisser 1 minute si tu veux. Mais je vais attendre la fin parce qu'elle fait à la fin. OK, parfait, parfait, on va attendre à la fin. Fait que je vais partager mon écran, puis je vais parler des 3 projets là, qu'on avait en tête ici. OK. Donc, juste pour être certain, Jérémy, on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon. Donc, le premier ici, c'est sur l'OSME, qui se voulait une enquête là, nationale québécoise sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur et ses déterminants. Et donc, c'était euh, le nom de la personne m'échappe, peu importe. Donc, une fois que toutes les données avaient été accumulées de cette enquête-là, on voulait avoir un rapport. Ben, le projet s'était entendu pour soumettre à la fin un rapport pour chaque établissement. Donc, chaque établissement qui a décidé Julie Lane, merci beaucoup Jérémy, de Julie Lane de l'Université de Sherbrooke,
c'est ça, s'était entendu pour donner à chaque université, puis chaque cégep qui devait être partie de l'étude, un rapport sur ce qui s'était passé, c'était quoi la réalité de son enseignement. Et après, il y avait besoin d'un rapport synthèse sur les établissements universitaires, sur les cégeps, puis un qui allait comparer université et cégep. Bon, j'ai pas le droit de vous montrer en détail chacun des résultats, mais le travail qui a été fait au niveau du BinFund, on a réfléchi à c'était quoi la meilleure forme pour le sondage, puis de mettre en place aussi une plateforme de sondage pour aller chercher toutes ces informations-là. Et une fois qu'on a eu les données, c'était notre travail de générer là, un peu plus d'une centaine de rapports qui allaient après être envoyés pour à chacun des endroits. Donc, c'est un travail qui commence à être de plus en plus difficile d'être fait à la main, même s'il y avait des personnes dans leur équipe qui étaient capables de faire ce travail-là, de le refaire à la main de plus d'une centaine de fois avec les différentes particularités de chaque établissement, ça devenait plus difficile. Donc, nous, on a mis en place, donc chaque unité recevait un fichier HTML que quand ils l'ouvraient, ça allait s'ouvrir dans leur furteur avec une liste de points principaux sur laquelle on allait aller. Puis là, ben, il y a des informations qui se placent. Et là, il y avait les fameux graphiques où est-ce qu'on peut avoir des pourcentages avec, par exemple, sur la santé physique, est-ce que c'était à quel point les gens ont dit ben, tu sais, excellente, par exemple, testement collégiaux comparativement à universitaire, les indicateurs de santé mentale, donc il y en a plusieurs dont je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a le MHCSA, des moments que ça vient, et les pourcentages pour faire la différence de la santé mentale, est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe mieux, où est-ce que c'est plus difficile, où sont les enjeux pour aider les gens à faire avec bien-être psychologique, ce genre de choses-là blablabla. Donc, c'était vraiment une idée de visualisation puis une création de rapports automatisés pour plein d'endroits avec un travail là, vraiment hyper intéressant qui avait été fait par l'équipe. Donc, premier projet. Deuxième projet, un peu similaire, c'était une enquête qui avait été faite sur les personnes LGBTQ 2+, au Québec. Donc, c'était un projet de l'UQAM avec Martin Blais en sexologie. Et il voulait s'assurer, lui a fait un travail extraordinaire derrière ça, il voulait avoir un outil pour permettre aux gens d'aller voir les résultats. Tout le monde peut aller sur le site, là, si vous faites une requête, une recherche là, dans Google, le SAVI LGBTQ, quelque chose comme ça, puis vous allez vers le dashboard, le tableau interactif, quelque chose comme ça. Tout le monde peut y avoir accès. Et là, on a mis ça en place pour que ça soit le plus modulable possible, dépendamment des besoins des personnes qui ont. Donc, on a plusieurs questions. Fait que, par exemple, là, dans les domaines de vie, des indicateurs qui sont reliés à des questions. Donc, ici, on a au niveau de l'emploi, les obstacles professionnels, pourcentage de personnes ayant vécu au moins un obstacle durant leur trajectoire professionnelle. Mais là, sinon, on s'intéressait un petit peu plus à ben, les soins de santé, comment est-ce que ça se passe, avoir un accès de famille. Donc, ici, là, on va aller voir le pourcentage ayant accès à un médecin de famille, et pour les personnes cisgenres, les personnes trans, puis au total, ce que ça donne. Mais là, plutôt que d'y aller avec la modalité de genre sur l'axe horizontal, on pourrait y aller avec plutôt l'identité de genre. Et là, ben, pour chaque identité de genre, on va pouvoir aller chercher, puis on peut comparer ici, par exemple, on va l'avoir avec le groupe d'âge. Donc là, ici, par identité de genre, on voit par groupe d'âge comment ça se passe pour voir ben, est-ce qu'il y a des âges dans chacun des endroits pour chaque identité qui pourrait avoir des difficultés, puis à quel point est-ce que par rapport à la moyenne totale, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous, puis qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, quand on manque de données, définitivement, il y a trois petits points là, pour nous dire qu'il y a un manque de données pour que ce soit présentable comme type que les données ne sont pas présentables parce que c'est trop, s'il n'y en a pas assez. Estimation non disponible en raison du nombre d'observations, c'est écrit en dessous. Et on voulait aussi avoir une idée là, géographique du genre de résultats qu'on obtient. J'ai ouvert un deuxième onglet tout de suite parce que c'est quand même long à charger, toute cette carte-là, puis le calcul qui va se faire avec. Donc là, ici, on a vraiment, là, on voit au Québec comment que ça se passe, les différents endroits où est-ce que le pourcentage va être le plus bas pour voir ben, géographiquement au Québec, là, où est-ce que ça peut être plus facile ou plus difficile sur les différents enjeux pour ces personnes LGBTQ 2+. Et le dernier projet, c'est un projet de Mouloud Boukala à l'UQAM, en communication, qui a décidé de mettre en place une base de données sur les handicaps et la surditude dans les productions médiatisées, donc tout ce qui va être film, série et bande dessinée. Donc, on a été très présent même dans la construction de la base de données, les informations à aller chercher, parce que Mouloud est extraordinaire dans ses connaissances de tout ça, mais il est très du côté qualitatif. Et il y avait vraiment une vision très qualitative et ça a été tout
Ça a vraiment été un gros défi, je pense, pour lui et son équipe, de construire un outil quantitatif d'une base de données où on ne peut pas aller dans les détails trop loin. Il faut qu'on trouve une façon de mettre une espèce de une note, un chiffre à quelque chose qu'on voudrait qui soit qualitatif pour être capable de classer ça, puis classifier, puis de se retrouver. Parce que de savoir qu'il y a eu un enjeu de lumière en profondeur à la minute 7 du deuxième épisode, c'est pas nécessairement intéressant, puis on ne sera pas capable de faire des recherches qui parle de cette chose-là réellement. Donc, de trouver une façon de dire est-ce qu'il y a eu un traitement artistique dans la série à un moment donné? Oui, non. Si on est capable d'aller le retrouver, puis il y a des notes supplémentaires qui sont prises dans la base de données pour dire, bon, ben, au deuxième épisode, à la septième minute, il y a ça qui s'est passé. Mais la recherche puis la base de données, c'est pas le but d'aller travailler sur ça. Excuse-moi, Louis. Ben oui. Il y a une question dans le clavardage. Ben oui, avant de trop en parler, est-ce que les tableaux de bord du projet Savvy ont été faits à la base avec Power BI ou un autre logiciel? C'est Shiny qui a été utilisé, donc on utilisait le langage de programmation R. Euh, R. Dans notre équipe, on utilise puis on favorise vraiment beaucoup tous les outils open source. Donc, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière et est gratuit. Donc, Power BI, j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais utilisé, mais en utilisant R et Python, on utilise quelque chose qui est développé, qui est gratuit, développé par la communauté, ça a été prouvé que c'est utile, c'est fiable, sans problème. Ben, je dis sans problème au niveau de la fiabilité, là. Problème dans le code, ça, il y en a en masse. Euh, mais que ça peut faire mille choses. Je ne sais pas quelles sont les limites de Power BI, mais je trouve qu'avec R et Python, c'est le domaine de ce qu'on peut faire, puis créer, puis analyser est gigantesque. Et puisque n'importe qui peut se décider de créer du contenu, ben, on peut après ça choisir les contenus que ben, telle personne en Australie a développé, mais c'est super bon. Ben, OK, on peut l'utiliser, même si c'est pas payant, puis fait par une grosse compagnie. Et c'est une façon aussi de rendre tout le travail réutilisable par tout le monde qui a un ordinateur. Power BI, je ne sais pas si c'est payant, mais si les choses sont faites en R ou en Python, puis normalement, on essaie le plus possible de mettre notre code en accès libre là, pour tout le monde, pour les clients et clientes qui sont prêts à le faire. Ça permet à ce que les gens peuvent réutiliser, mais aussi vérifier si le travail a été bien fait, est-ce qu'il y a des erreurs dans le code par-ci, par-là, et peuvent répliquer les résultats qu'on a mis en place. Donc ça, c'est pour nos choix de logiciels qu'on utilise pour ça. Mais, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour ta question. Puis je dois dire, l'enquête nationale du Québec que j'ai présentée au début, ça a été fait en R. Ici, pour sa vie, ça a été fait en R aussi. La base de données sur les handicaps est un peu plus compliquée parce que là, on a été chercher on a fait affaire avec l'Alliance numérique du Canada qui offre à tous les chercheurs, chercheuses des serveurs, appelés aussi machines virtuelles gratuites. C'est des machines qui sont gratuites. Il faut juste se créer un compte, faire la demande pour avoir accès à ces choses-là. Et là, une fois qu'on a le serveur, on est capable d'aller mettre une base de données là-dessus puis de mettre un site web qui va fonctionner, puis que c'est le chercheur qui va gérer son serveur avec ses informations, puis ce genre de choses-là. Et c'est très sécuritaire, très professionnel. J'adore travailler avec ces personnes-là. Donc, ça n'a pas été fait en R ou en Python. Puis il y a plusieurs logiciels qui ont été utilisés, là, autant pour mettre la base de données, quelle partie qui va relier la base de données au site web, qu'est-ce qui génère ce qu'on voit à l'avant. C'est plusieurs technologies là, ou des quadriciels qui sont différents à mettre en place là, pour avoir un beau fini comme ça. Là. C'est un projet qui est un petit peu plus ambitieux là-dessus. Et donc, ben, par exemple, tu sais, ici, on peut choisir le type de production qu'on veut avoir là-dessus. Fait que si on décide de prendre, ben, moi, je suis intéressé par, une bande dessinée, puis ben, là, le premier qu'on me dit, avec un interprète artiste ayant déclaré être en situation de handicap neurodivergent, ben, je vais cliquer ça, puis je vais lui dire, ben, cherche-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données là-dessus. On va attendre un petit peu. Et là, on trouve zéro production, zéro personnage. Bon, ben évidemment, quand je fais devant tout le monde, ça fonctionne pas. Mais tantôt, je l'ai fait, puis j'avais une bande dessinée qui fonctionnait et que je comprends pas trop. On va le refaire une deuxième fois, juste pour être sûr. Peut-être que j'avais mal fait les choses.
Non, toujours zéro, je comprends pas. Peu importe, je suis vraiment désolé. Mais vous irez vous amuser dessus, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne bien. Puis on avait créé pour ça ici, euh, pour il y a des personnes qui ont des accès particuliers à la base de données pour leur permettre de continuer. Oui, merci Nadia. Je vais réessayer une dernière fois après avoir dit ce que je dis, qui leur permet d'aller nourrir la base de données. Donc, c'est pas un truc, une photo qui a été prise à un moment donné, puis qu'après ça, plus personne peut y toucher ou la travailler. C'est un genre de projet où est-ce qu'on veut s'assurer que ça reste en vie longtemps. Donc, ils peuvent continuer à mettre à jour leur base de données en ajoutant là, un paquet d'autres choses. Euh, Bande dessinée, puis je pense que, non, je m'étais trompé dans l'exemple que j'avais en tête, c'est juste une production contenant un ou des passages en langage des signes. Ah ah. Je m'amuse à me faire des tours moi-même. Et là, on en a une, La famille Sourdou, en 2000 de Daniel Deschaines, que j'ai jamais lu, et François Gauvin pour les illustrations. Et là, on peut les voir les détails. Et là, on a une fiche détaillée, mais une fiche des différents personnages aussi, avec leurs caractéristiques, leurs handicaps, différentes réalités que leurs handicaps peuvent leur faire vivre, là, qu'on a mis en place dans la base de données. Euh, ça a été rentré avec tout plein d'informations. Donc, c'est ces informations-là que les autres personnes sont capables d'aller ajouter à la base de données pour compléter, pour rendre ça le plus riche possible. Donc, je vois le temps qui file. Je départage mon écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport à ça? Par après, je vais vraiment laisser à Jérémy le plein contrôle de la présentation avec LibreQDA. Donc, commentaires, questions? Je vais prendre ça pour un non. Vas-y, Jérémy. Merci beaucoup, tout le monde. Cool. Donc, Louis nous a parlé de 3 projets. Donc, le premier projet qui accompagnait un prof, là, une prof en psychologie, un projet en communication, puis un projet, je sais pas exactement ça sort de où, mais c'est des projets de chercheurs, OK, qui sont vraiment, ils ont un début puis une fin, généralement. C'est des accompagnements de plusieurs centaines d'heures pour parvenir avec un rendu, finalement, pour le chercheur. Puis après ça, les chercheurs-chercheuses peuvent faire ce qu'ils veulent un peu avec, etc. En 2023, on s'est dit, donc, à la BinFun, qu'on avait assez d'expérience pour démarrer un nouveau projet. OK? Qui n'a pas un début puis une fin très délimité, qui n'est pas adressé à une équipe en particulier, OK? Mais qui est plutôt celui de rendre accessible un logiciel en service, donc sur Internet, pour de la recherche qualitative. Donc, 2023, on a commencé un petit peu avec une enveloppe spéciale de l'Université de Sherbrooke puis un soutien financier du CIRST. Et en 2025, on l'a lancé, qui compte aujourd'hui 1500 utilisateurs, près de 1500 utilisateurs, accessible en temps réel. C'est vraiment un projet qu'on s'est dit, bon, je pense qu'on est rendu là dans le niveau de maturité, après presque 200 projets accompagnés. Ça serait le temps de faire un logiciel. OK? Donc, techniquement, ça peut paraître simple. Je vais pas non plus présumer en fait que vous avez que vous connaissez c'est quoi un logiciel d'aide analyse qualitative, mais il faut savoir que ce que ça fait essentiellement, c'est comme NVivo, Atlas TI que vous avez dans vos bibliothèques aussi. Ça permet de stocker du texte, d'utiliser la puissance du numérique finalement pour faire de la gestion documentaire. Dans ce texte-là, ça peut être de 5 transcriptions d'entrevues à 200 articles de presse, là. Ben, généralement, on va encoder, on va annoter, on va baliser ces textes-là pour, en fonction de nos besoins de recherche. Donc, on peut chercher à identifier des thématiques, on peut chercher à identifier des passages qu'on juge pertinents. Un peu comme on le ferait avec un surligneur, finalement, dans ma diapo ici, là avant un examen. Donc, on balise un texte. Puis là, le numérique nous permet d'aller chercher ok, ces annotations-là, ces documents-là. À cette couche-là, il s'ajoute un besoin de collaborer. Donc, les chercheurs-chercheuses ils peuvent être finalement regroupés en équipe de 2 à 10 personnes. Quand on l'utilise pas solo, mettons, il y a des étudiants beaucoup qui l'utilisent solo, mais on peut l'utiliser en équipe. Donc, on collabore en temps réel sur des projets. Les équipes sont formées, c'est ça, de plusieurs personnes. Puis il y a des personnes dans ces projets-là qui arrivent en cours de projet, qui quittent, OK? Donc il y a vraiment la gestion de permission aussi à faire. Puis ces personnes-là, ils proviennent d'établissements universitaires variés. Nos équipes de recherche sont typiquement interuniversitaires. Donc il y a toutes ces couches-là de complexité qui s'ajoutent au logiciel. Ah, puis même, en fait, même à l'extérieur de l'université, disons, des partenaires communautaires, du terrain, etc. Donc, il y a plusieurs couches de complexité technique qui s'ajoutent à un produit qui est là pour aider à faire de la recherche qualitative, OK?
qui s'insère dans une chaîne de recherche qui est pas seulement axée sur l'analyse de ces données-là dans ce logiciel-là. Évidemment, ces logiciels-là, ils s'insèrent dans ce qui est de l'acquisition des données, l'anonymisation. Donc, ensuite de ça, on va essayer de tirer des résultats de recherche de ces logiciels-là. On va diffuser, on va écrire peut-être un article scientifique, on va archiver les données, on va peut-être les détruire aussi. Donc, il y a différentes étapes qui mobilisent différents outils technologiques et pas seulement, finalement, NVivo ou Atlas TI. C'est plusieurs niveaux de complexité. Et donc, Louis a déjà laissé entendre qu'avec son discours sur Shiny, que Louis était beaucoup plus gentil que je l'aurais été. En fait, nous, je pense moi, perso, je n'utiliserai jamais Power BI. On se force à ne pas utiliser des outils propriétaires. Dans d'autres secteurs de la recherche que le qualitatif, vous avez certainement connu ce qu'on appelle la révolution libre, OK? Donc, R, Zotero, ce sont langages de programmation et outils de gestion bibliographique qui sont non seulement libres, sont ouverts, mais sont extrêmement puissants. Ok? Donc, Zotero est arrivé et les profs ont changé de EndNote à Zotero. Ok? La plupart des gens aujourd'hui utilisent Zotero. Et donc, est-ce que cette révolution-là existe dans le qualitatif? Non. Nous, on fait le constat que non. Et pourquoi, en fait? Parce que, bon, il y a un certain niveau de couche de complexité, mais en vrai, il y a du traitement de texte, il y a des outils informatiques qui pourraient être déployés, qui pourraient être libres. Et nous, la prétention qu'on a, c'est de penser que la révolution libre pourrait aider, en fait, dans ce secteur-là de la recherche qualitative, pourrait aider à répondre plusieurs enjeux qu'on vit, OK, au quotidien avec ces logiciels-là. Je suis pas sans vous êtes pas sans savoir en fait que NVivo, Atlas TI et d'autres logiciels comme ça fonctionnent avec un modèle d'affaires de licence. Et ces logiciels-là sont soumis à des enjeux d'opérabilité. Ils sont soumis à au moins à trois grandes catégories d'enjeux là, que je remarque et que la littérature aussi remarque. Le premier, c'est celui d'opérabilité, comme je viens de dire. Les personnes utilisent des machines différentes, ok, qui peuvent être plus ou moins récentes, qui peuvent être sur différentes plateformes, Linux, Windows, Mac, etc. Puis en termes d'opérabilité, ben, on voudrait que leurs documents, leurs projets puissent être lus et édités sans friction à travers toutes ces différentes machines-là, ce qui est pas le cas. Il y a plusieurs témoignages qui abondent en fait dans le sens que NVivo ou d'autres logiciels comme ça crashent, OK? Donc, ont vraiment un stress important sur les machines. Ensuite de ça, l'opérabilité, elle devrait aussi se remarquer à l'échelle des établissements. Comme je l'ai dit, nos équipes sont inter-établissements, intersectorielles. Donc, on voudrait pouvoir contribuer à un projet entre des chercheurs qui sont issus d'universités différentes, donc l'UDS, l'Université Laval, sans friction, hein, c'est ça l'idée d'interopérabilité. Puis finalement, entre secteurs aussi, donc on parle pas seulement de la recherche universitaire, mais la recherche communautaire, OK? Et donc, ce que je dis, c'est que l'opérabilité dans ces logiciels, dans le secteur des logiciels d'aide analytique qualitative, elle est quand même assez faible. C'est pas juste technologique. Ok, donc, c'est lié aux incitatifs commerciaux, à la deuxième catégorie d'enjeux, finalement. Ces compagnies-là, comme je l'ai dit, fonctionnent sous un modèle d'affaires de licence. Donc, on a certains secteurs qui sont mieux à même de payer que d'autres. Les logiciels qui sont aujourd'hui dominants, ils ont été développés dans les années 90, ils se sont démocratisés, ils ont vraiment propulsé la recherche qualitative, ça c'est vrai. Mais ils ont aussi finalement induit une certaine dépendance de la communauté envers des licences. Ok? Et donc, Santé aujourd'hui utilise énormément NVivo pour faire des recherches sur les expériences, les trajectoires patients, etc. Puis d'autres secteurs comme le communautaire ben, pourraient vouloir hein, les utiliser, mais ici j'ai fait l'exercice. Donc, grosso modo, 5 licences non universitaires à NVivo avec 50 heures de transcription, ce qui est pas énorme. C'est 8 000 $ canadiens par année. Donc, si ça vous semble peu, ben, c'est que vous faites partie d'un secteur privilégié peut-être, mais c'est assez élevé là, quand on a une part de financement plus petite que, disons, santé. Euh,
Et finalement, les incitatifs commerciaux sont aussi liés à ce qui se passe ailleurs dans l'économie, ok, dans la société. Il y a 3 ans, qu'est-ce qu'on a vu arriver dans ces interfaces-là? Ben, c'est évidemment des fonctionnalités d'IA, ok, d'assistants pour thématiser des textes ou pour transcrire, comme je viens de le dire. Et en ce moment même, il y a des équipes de recherche qui s'affairent à comprendre comment que ces nouvelles fonctionnalités-là, qui sont apparues comme finalement comme un pavé dans la mare, là, comment elles fonctionnent. Puis, vu la nature commerciale du code, c'est pas tout à fait facile, voire impossible. Le code il est fermé. Ces équipes-là cherchent à évaluer la fiabilité, la validité des résultats qu'ils peuvent obtenir en utilisant ces fonctionnalités-là. Puis pour l'instant, c'est pas prometteur. Comme ces premières études d'évaluatives-là sont pas prometteuses pour les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues rapidement comme ça à cause d'autres choses qui se passent dans l'économie. OK? Et évidemment, les licences, ben, on les force. Donc, si vous avez un projet que vous avez commencé avec une licence, avec 2 licences passées, ben, vous allez pouvoir continuer à le lire probablement, mais pour le modifier ou pour collaborer avec d'autres personnes, tout particulièrement qui a des licences plus récentes, il va falloir mettre à jour finalement votre produit logiciel. Et ces deux, notamment ces 2 catégories d'enjeux-là, mais selon moi, posent des barrières à la réutilisation. On parle constamment de sciences ouvertes, etc. Mais ça, faut comprendre que si on commence un projet il y a 3 ans et qu'on peut pas changer d'outil logiciel, qu'on a de la difficulté à travailler avec des personnes d'autres établissements, d'autres secteurs, ben ça induit une espèce d'enfermement propriétaire autour de cet outil-là. Ça, les prochains projets, il y a fort à parier qu'ils vont se réaliser avec le même outil. Et on a du mal à connecter les projets à différents outils de l'écosystème. Hein, on peut pas facilement déposer nos données dans Borealis, on peut pas facilement utiliser R ou Python que Louis vient juste de finalement chanter les louanges. C'est difficile. Donc, ça pose des enjeux à la réutilisation, l'état actuel finalement du secteur des logiciels d'aide à l'analyse qualitative. Donc, nous, est-ce que on n'est pas comme ça peut, on dirait qu'on se présente comme une licorne ici. Non, on a un nouveau logiciel, ok, qui est relativement jeune. On est basé, on s'est basé sur un autre outil qui existait. On a pu, en raison de la nature libre et ouverte du code de Taget, finalement, qui est un logiciel qui est utilisé par près de 400 000 personnes. Bon, on a pu prendre un petit peu ce logiciel-là, l'embrancher et y contribuer, ok? C'est un logiciel, comme je le dis, c'est activement développé par le BIN, puis le Fun et la Fun, mais c'est aussi un outil qu'on peut déployer en instance. Ok. Donc, nous, on a libreqda.org qui est rendu gratuitement accessible à la communauté avec des serveurs finalement de Calcul Québec. C'est hébergé à l'ETS en passant et qui permet la collaboration en ligne assez facilement. Donc, on a d'un côté des logiciels installés comme NVivo qui sont difficiles justement à utiliser, notamment parce que les machines, les établissements, etc., c'est varié. Et on a un logiciel en code libre auquel on a contribué, mais qu'on a aussi finalement décidé de rendre accessible en ligne. OK? Là, je regarde le temps. Je suis pas certain que je vais avoir le temps d'une démo, mais je vais juste l'ouvrir. Finalement, ce que c'est une interface plutôt minimale, OK? Ça permet de faire ce que je vous ai dit plus tôt. Ça permet de déposer, est-ce qu'on voit là-bas? Oui, ça permet de déposer du matériel texte, OK? Non, pas d'audio, pas de vidéo. Ça permet d'apposer finalement des codes à ce qu'on, comment on le juge finalement. Ici, c'est une motivation positive pour aller fouiller dans les poubelles et ça permet finalement de croiser des codes ensemble. OK? Donc, ça permet de faire plusieurs étapes de ce que j'ai mentionné tout à l'heure comme des étapes importantes de l'analyse qualitative. Pour les prochaines étapes, donc comme je le dis, c'est 1500 personnes qui l'utilisent. C'est bien. Par contre, le modèle, en toute honnêteté, il n'est pas tout à fait pérenne pour l'instant. Donc, on est un peu victime de notre succès. Les premières activités de développement ils ont été financées par une petite enveloppe spéciale de l'UDS, par un soutien financier du CIRST. Mais à court terme, c'est pas possible de le développer à grande échelle. On va continuer d'absorber les coûts de maintenance, ça c'est tout à fait certain.
La communauté l'utilise, l'apprécie. Moi, je fais des formations aux 3 semaines, finalement, à l'utilisation du logiciel. Les gens adorent, finalement, différentes caractéristiques du logiciel, sa simplicité aussi. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est comme je l'ai dit, on absorbe les frais de maintenance. OK? C'est pas tout à fait pérenne. Je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de le mettre à l'échelle, de décentraliser le développement. C'est sûr que ça va rester, que nous, on parte ou non, le logiciel, il reste accessible. Vous pouvez consulter notre code source. Il y a déjà des gens qui y contribuent. Je sais qu'il y a même, c'est hébergé, dans le fond, il y a des gens de Calcul Québec qui l'ont déployé sur le Jupyter Hub. Il y a une université à Toronto qui l'a déployé, de ce que je connais au moins. Donc ça va rester pérenne parce que c'est du code libre. Mais la partie déployée, l'instance que nous, on rend accessible gratuitement, ben, il faut s'assurer quand même de solidifier le modèle. Il faut s'assurer d'associer ça avec des forums de questions-réponses. Il faut s'assurer aussi de trouver des partenaires qui vont être capables, un petit peu analogue là, à l'Alliance de recherche du Canada, des partenaires qui sont capables de le déployer en Europe, parce que l'Europe a ses propres pratiques et ses propres lois en matière de GDR. Donc, on se verrait mal soutenir une communauté européenne comme ça pleinement, puisque probablement que les données doivent être souveraines en Europe, etc. Donc, vraiment, il faut pérenniser le projet. Puis pour ça, ben, vous pourrez même être ambassadeur, en fait. Comme vous, il y a plusieurs ici qui travaillent dans des bibliothèques, vous pouvez aller cogner finalement aux portes des personnes qui sont responsables. C'est important de convaincre les établissements que c'est un problème d'action collective, finalement, que si on veut diminuer notre dépendance au logiciel dominant actuel qui entrave un petit peu la science ouverte, ben il faut finalement pérenniser selon nous le projet de logiciel libre qui participe à la révolution libre en qualitatif finalement. Et donc voilà. Donc, j'ai vu le temps avancer rapidement. J'ai essayé de maximiser la période de questions. Aujourd'hui, on vous a parlé du BinFun, hein, comme quoi c'est des plateformes de recherche numérique dont le personnel est hautement qualifié, non seulement en informatique, mais est capable aussi de faire la traduction de l'informatique jusqu'aux sciences sociales et humaines. On est là pour offrir des services de recherche numérique. On fait de l'acquisition de données, on en nettoie, on les traite, on les analyse, on les visualise. Parfois, on va même faire des tableaux de bord qui sont publiquement accessibles. On a récemment lancé un projet de logiciel d'analyse qualitative en service, un secteur de la recherche historiquement quand même peu soutenu par des grandes infrastructures de recherche numérique, les sciences sociales humaines. Et puis finalement, hein, c'est vraiment une ambition de réaliser une révolution libre dans ce secteur-là, qui est observé ailleurs, dans d'autres secteurs plus techniques, là, ingénierie, médecine, etc., santé, qui se basent sur des logiciels libres, mais on n'a pas cet équivalent-là en termes de puissance, hein, dans le secteur de la recherche qualitative. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci Jérémy. J'ai juste ajouté là, rapidement, quand on parlait de déploiement, là, je ne sais pas pour qui c'est clair cette idée de déploiement-là, mais l'idée c'est que s'il y a des gens en Europe, en France par exemple, qui veulent travailler avec des données, puis qui disent, oh ouais, mes données vont être hébergées au Canada, puis je suis pas à l'aise avec ça, ben nous on comprend cette réalité-là, puis on offre justement la possibilité à des équipes ailleurs dans le monde de pouvoir le déployer sur leur propre machine sur les serveurs de confiance de ces équipes-là ou de ces institutions-là sans problème. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis oui, on a du temps pour des questions.